À Thomas, les coupures d'électricité récurrentes ont provoqué des manifestations d'étudiants de l'université de Paris-Gadim. Les forces de l'ordre préparées ont interpellé environ 10 étudiants identifiés comme meneurs. Madagascar, actuellement chairperson de la SADC, est tenu de respecter les protocoles de l'organisation. La plateforme Fresakin dénonce la menace et intimidation subies par les citoyens et avertit que tout non-respect des protocoles sera porté devant les chefs d'État de la SADC. De l'actualité internationale, la relation entre la France et Israël est entrée dans une nouvelle zone de crise. Cette fois-ci sur le sujet très sensible de l'antisémitisme, Benjamin Netanyahu accuse Emmanuel Macron de nourrir la haine contre les Juifs avec son intention de reconnaître l'État palestinien. Les coupures d'électricité se sont multipliées ces derniers jours à Thomas. Les étudiants de l'université de Paris-Gadim ont repris leur habitude de descendre dans la rue dès que le courant est coupé. Comme souvent, ils ont dressé des barrages et brûlé des pneus devant le portail de l'université, bloquant totalement la circulation sur la route nationale 2 à l'entrée de Magazine. Lundi soir, lors d'une nouvelle coupure, leur colère a éclaté. La route a été bloquée, il y a eu des jets de pierre et plusieurs blessés, dont un père et son fils en route pour atteindre Najiv, contraints de repousser chemin. La panne s'est prolongée la nuit suivante. Cette fois, les forces de l'ordre déjà positionnées étaient prêtes à intervenir. Selon des sources concordantes, la franchise universitaire a été levée hier. Des policiers en civil ont interpellé ceux identifiés comme meneurs. Environ 10 étudiants ont été arrêtés selon un bilan provisoire recueilli sur place. Si le préfet de police a agi ainsi, cela vient forcément de son chef, le Premier ministre et la primature. Pour moi, c'est un abus de pouvoir manifeste, empêcher la liberté d'expression et de réunion est inacceptable. La liberté d'expression est le fondement de notre nation. Il faut laisser chacun exprimer ses idées et ses observations, qu'elles soient favorables aux critiques envers les dirigeants. Le problème de notre pays, c'est que cette liberté est constamment muselée. Ce qui s'est passé à Thomas n'est qu'un exemple. Cette violation de la démocratie concerne toute l'île, de la capitale à Mahajanga en passant par Touliage. Lors de la rencontre entre les présidents américains et russes en Alaska, des citoyens ont brandi des pancartes pour dire leur désaccord. Voilà ce qu'est la démocratie, la liberté d'expression. Et cela ne provoque pas forcément des débordements, car il existe des forces de l'ordre pour encadrer. À Madagascar, au contraire, empêcher les gens de s'exprimer est un grave problème dans un état de droit. La liberté d'expression est un droit universel, et notre pays y a adhéré. La démocratie doit être vécue et appliquée, pas seulement inscrite sur le papier, poursuit ce dernier. Tous les pays qui chérissent la démocratie offrent des espaces d'expression, que ce soit dans la rue ou sous d'autres formes. L'exemple de l'Alaska est révélateur. Or, à Madagascar, l'expression est désormais contrôlée sous toutes ses formes. Tous ceux qui critiquent la manière dont le pays est gouverné subissent pression et intimidation, directe ou indirecte. Plus aucune manifestation de revendication n'est tolérée dans les rues, et même sur les réseaux sociaux, que le préfet d'Atananarivo va pourtant désigner comme nouvel espace d'expression. Beaucoup ont déjà été réduits au silence, mais comme toujours, quand la pression devient trop forte, l'explosion est imprévisible, les dirigeants devraient en tirer une leçon. La direction tournante de la SADC, actuellement assurée par Madagascar en tant que chairperson, exige le respect et l'application des protocoles qui régissent l'organisation, ainsi que la mise en œuvre de ses valeurs par l'ensemble de ses membres. Madagascar a accepté ces protocoles, a rappelé aujourd'hui l'opposition issue de la plateforme Fresakin. Il s'agit notamment du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la démocratie et de l'état de droit, le respect de la liberté de la presse, de la liberté d'expression et de réunion publique, le respect de l'existence de l'opposition et de ses droits, et surtout
la tenue d'élections libres, transparentes et inclusives. Libres et inclusives. C'est sur cette base que nous, au sein de la plateforme de l'opposition, nous revendiquons l'application pleine et entière de ces droits, en particulier des droits de l'opposition, et nous allons voir dans quelle mesure le chairperson de la SADC, Madagascar, vont respecter tout ce qui est prescrit dans ces textes. Les Malgaches vont-ils encore se laisser subir des menaces et des intimidations? C'est inacceptable et ce n'est pas non plus toléré par la SADC et ses membres. Si les dirigeants qui assurent la présidence de la SADC persistent à ne pas respecter ces protocoles, la situation du pays sera portée devant l'ensemble des chefs d'État de l'organisation, a prévenu l'opposition. Nous allons adresser un courrier, donc, à la personne qui préside la SADC pour l'enjoindre d'appliquer ces normes que Madagascar a signées et auxquelles le pays s'est engagé. Pour finir, ce que nous voulons dire également, c'est que la plateforme Fresekin est aujourd'hui pleinement dans son droit et va engager des actions pour démontrer que, en tant qu'opposition, elle a droit à la parole. En tant qu'opposition, elle a le droit d'exprimer ses positions et qu'elle entend le faire avec détermination. L'opposition regroupée au sein du Fresekin ne tolérera plus les pressions ni les intimidations. Continuer à agir ainsi et refuser les droits de l'opposition constituerait une violation pure et simple des protocoles que Madagascar a signés. L'inauguration des 8 km de l'autoroute reliant Atan Jivatomas n'a eu lieu, mais la transparence entourant la construction de ce projet reste floue. D'où proviennent les fonds utilisés pour sa réalisation? Est-ce conforme à la loi sur les finances publiques? Et surtout, quel est le coût réel de ces 8 km d'autoroute? Pour le parti HVM, le régime actuel agit à sa guise, en dehors du cadre légal. Pour ce régime, le respect de l'exécution budgétaire n'existe pas réellement. Ils remplissent les papiers parce que la loi des finances les y oblige, mais dans les faits, ils dépensent comme ils veulent. Ce n'est qu'en cours de projet que l'on découvre qu'ils ont engagé tel ou tel montant, en euros ou en dollars. Or, la gestion des fonds publics est soumise à la loi, elle doit être votée par l'Assemblée nationale et portée à la connaissance de tous les citoyens. Quand on décide de construire une route, on doit annoncer publiquement le budget nécessaire et sa provenance. Mais nous, Malgaches, nous ne savons rien. La loi de règlement n'est même pas respectée, alors qu'elle permettrait de vérifier l'exécution de la loi des finances votée par les députés. Cela montre clairement que nous ne sommes pas dans la bonne gouvernance, ni dans un état de droit. La Cour des comptes et d'autres observateurs pourront en parler, mais les dirigeants s'en moqueront. Le président du HVM estime en outre que cette inauguration n'est pas une fierté, mais une honte pour le pays, surtout durant les invités étrangers. Madagascar est déjà dans une situation de grande difficulté à cause de l'échec de la politique du gouvernement et au lieu de redresser la situation, les dirigeants ne font que l'aggraver, a-t-il ajouté. Face à ces zones d'ombre, l'Assemblée nationale devrait ouvrir une enquête sur l'avancement réel du projet d'autoroute et exiger la publication du cahier des charges. Celui-ci ne correspondrait pas aux déclarations initiales. Pour rappel, il avait été annoncé qu'une portion de 80 km de l'autoroute serait achevée d'ici fin 2023. 3 ans plus tard, seuls 8 km ont été réalisés. Selon les informations disponibles, le budget alloué à l'autoroute s'élève à 920 millions de dollars, dont 20% à la charge du gouvernement malgache, soit 184 millions de dollars. Les 80% restants, soit 736 millions de dollars, n'ont fait l'objet d'aucune communication publique. À noter que la loi de finances 2022 avait prévu 301 milliards d'alliages, environ 70 millions de dollars pour ce projet, dont le paiement devait intervenir fin décembre 2022.
Le virement à l'étranger n'a finalement eu lieu qu'en mars 2023, avec des fonds entièrement publics. La question demeure, d'où provient cet argent, alors que les besoins urgents du pays en santé, éducation et sécurité alimentaire restent insatisfaits. Kamaïf Knoé, Éducation des citoyens, réclame la tenue d'élections communales dans les communes dépourvues de maires avant l'organisation des élections sénatoriales. Plus d'une dizaine de communes sont concernées en raison de conflits électoraux non résolus ou du décès du maire en exercice. De son côté, la CENI se concentre actuellement sur la préparation des sénatoriales. Pour le Kamaïf Knoé, les communales devraient être la priorité afin de garantir la transparence et de refléter le véritable choix du peuple, surtout si le pays entend respecter les normes démocratiques. Nous réclamons l'organisation d'élections dans les communes privées de maires, que ce soit à cause de recours électoraux ou de décès. Les districts concernés doivent préparer ces scrutins, tandis que le Conseil d'État, qui traite les contentieux électoraux, doit publier rapidement ses verdicts. La CENI devrait également rendre publiques ses recommandations envoyées au gouvernement. Il faut que les pratiques douteuses observées lors des élections sénatoriales passées ne se reproduisent plus, quand des grands électeurs étaient enfermés dans des hôtels. C'est une pratique indigne, et ceux qui y ont participé devraient aussi en répondre. Une commune dépourvue de maires et de conseillers municipaux ne pourra pas prendre part aux élections sénatoriales. Or, priver une commune de ce droit équivaut, selon le Kamaïf Knoé, à une violation des droits fondamentaux de ses citoyens. La loi prévoit que les maires et les conseillers municipaux votent les sénateurs. Cela montre que les élus locaux jouent un rôle essentiel pour représenter la voix des citoyens. Exclure une commune du processus électoral revient à contraindre ses habitants et à leur retirer leurs droits. Une commune qui ne participe pas aux élections est une atteinte grave aux droits fondamentaux. On peut toujours organiser des élections. Pour rappel, le mandat des sénateurs en exercice s'achève en janvier 2026, ce qui motive l'organisation des prochaines sénatoriales. Mais près d'un an après des dernières communales, certaines réorganisations d'élections communales n'ont toujours pas eu lieu. Les observateurs estiment que cette lenteur traduit une stratégie politique visant à s'assurer une majorité à la Chambre haute. Le pouvoir central concentre plus de 80% du budget de l'État, notamment pour des projets d'infrastructure, tandis que les régions n'en perçoivent qu'une part dérisoire pour leur développement. Les fonds qui pourraient financer la construction d'infrastructures locales sont absorbés par des projets de prestige à Atan-Najiv, tels que l'autoroute, l'aménagement du lac Ajiv ou encore les distributions d'aides sociales. Une gestion qui illustre, selon plusieurs observateurs, la priorité donnée à la capitale au détriment des régions. La décentralisation reste donc un simple discours. Le pouvoir central garde la main sur toutes les décisions, reléguant les autorités communales, de districts et régionales à de simples titres honorifiques sans véritable marge de manœuvre. Ce sont ceux qui placent les dirigeants qui décident réellement. Si c'était le peuple qui les avait mis en place, il pourrait leur imposer ses attentes. Mais dans la réalité, ce sont des intérêts extérieurs et des réseaux de pouvoir qui les contrôlent. Des noms circulent, des pays aussi, qui seraient derrière nos dirigeants. La population, elle, reste passive, on lui distribue du riz, des t-shirts, des spectacles et des danses pour l'endormir. Résultat, les dirigeants obéissent à leur véritable patron et non au peuple. Dans ces conditions, une décentralisation effective est impossible. La seule solution serait que la population choisisse réellement ses dirigeants. Sans cela, parler de décentralisation relève de l'utopie. Madagascar ne se résume pas à Atan-Najiv. Dans de nombreuses régions, les populations vivent encore dans la précarité et attendent des projets adaptés à leurs besoins. Pour accélérer le développement, les décisions devraient être prises localement avec des solutions conçues pour chaque territoire. Or, au cours de ces 7 années de mandat, le régime Radziwiłł n'a jamais manifesté de volonté politique d'appliquer une véritable décentralisation.
Le pouvoir central continue de contrôler les fonds publics, prive les régions d'autonomie et marginalise leurs habitants. Pire encore, les recettes issues des taxes foncières et d'habitation, qui devraient revenir aux communes, sont accaparées par l'État. Résultat, la majorité des communes peinent à fonctionner, les régions restent dépendantes et le développement demeure une perspective lointaine tant qu'une décentralisation réelle, dotant les régions de compétences en gestion, en finance et en production, ne sera pas mise en œuvre.